Audio Jungle. Bonjour chers téléspectateurs, ici Esther Larissa Tora du Centre de recherche et de documentation de Femmes Debout. Pour cette nouvelle édition de la Minute du DDH, nous allons aborder une thématique assez spéciale d'actualité, les violences faites aux femmes. Ces violences qui représentent un problème majeur à travers le monde, car beaucoup de femmes en souffrent en silence, souvent sans accès à l'information, aux services, aux ressources et au soutien nécessaires. Alors, tout au long de cette émission, nous avons pour objectif de sensibiliser le public à cette problématique, d'informer sur les droits de défense et de mettre en lumière les solutions disponibles pour lutter contre ces violences. La présence des experts en droits humains et psychologues permettra d'apporter les éclairages sur les aspects juridiques et psychologiques des violences faites aux femmes. Le décor ainsi planté, je vous reviens dans un instant. Audio Jungle. Alors, bienvenue sur le plateau. Je suis accompagnée de nos invités à qui je vais laisser le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Alain Delomban-Concoin. Je suis le psychologue et par ailleurs, dans mes interventions, je m'intéresse aussi sur à la question des violences faites aux femmes. Donc, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour pouvoir ensemble partager les différentes expériences et peut-être parvenir à des stratégies consensuelles pour pouvoir permettre de maximiser le bien-être des femmes. Merci. On va continuer. Bonjour à tous, moi c'est Abigail Diop. Je suis agent communautaire ayant pour habitude de côtoyer les femmes et de prendre leur avis sur certains cas. Merci. Bonjour à tous, je suis Ebenezer Monkam, je suis juriste mais également défenseur des droits humains. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour exposer en réalité ce que sur le plan juridique, il est prévu pour protéger la femme et comment elle peut s'y prendre pour pouvoir lutter contre les violences qu'elle subit au quotidien. Alors, merci à nos charmants invités de se présenter. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet, contextualiser la thématique du jour. Alors, monsieur le juriste, nous voulons savoir c'est quoi vraiment la violence. Lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, à quoi renvoie la violence? C'est quoi la violence? Il faudrait dire que la violence, c'est un acte qui est intentionnellement commis sur une personne, un acte qui peut être physique, un acte qui peut être psychologique, moral, ou même économique, qui est justement perpétré sur une personne et qui peut avoir des conséquences ou alors causer des préjudices sur tous les aspects de cette personne-là, aussi bien aspect social, physique, intentionnel, et bien évidemment qui le plus souvent est commis sur des personnes qui sont dites vulnérables comme des femmes. Et c'est à partir de là justement qu'on pourra qualifier un acte soit de violence faite aux femmes lorsque ces violences sont dirigées à l'encontre des femmes, faites aux enfants, faites aux personnes âgées, aux personnes handicapées, etc. Alors, dans vos propos, vous avez parlé des différents actes qui qualifient une violence. D'où ma question pour relancer, quelles sont donc les différentes formes de violence faites aux femmes? Oui, il faudrait dire que nous avons plusieurs types de violences faites aux femmes. Et il faudrait dire que ces violences que subissent les femmes sont également pratiquement les mêmes formes de violence qu'on pourrait retrouver ailleurs. Ici, nous avons la première typologie, le premier type de violence, qui est la violence sexuelle, ou encore les violences sexuelles. Et ici, on va retrouver dans les violences sexuelles, ici, le cas de viol, par exemple, le cas d'agression sexuelle, le cas, par exemple, de prostitution forcée. Pour ne citer que cela dans la violence sexuelle. Le viol ici, il faudrait dire que c'est bien évidemment faire intervenir la pénétration de tout organe, alors que l'agression sexuelle ici est un acte de violence sexuelle qui ne va pas faire
intervenir une pénétration. Ça peut être les attouchements forcés, les bisous, les caresses forcées, alors que dans le viol, ici, on voit vraiment une pénétration d'un organe quelconque. De l'orifice de la femme, ça peut être au niveau de l'oreille, au niveau de la nuque, du vagin, bref, c'est ça en fait le viol. Et nous avons, comme autre, je parlais de prostitution par exemple forcée, qui va également être pris en compte dans ce type de violence. Et nous avons, après les violences sexuelles, nous avons des violences psychologiques ou morales. Lorsqu'on parle de violence morale, il faudrait dire que ça peut être le cas de violence verbale. Si on va avoir l'intention de délivrer la personne en touchant un aspect spécifique qui va toucher, qui va concerner soit son physique, en rappelant un aspect qui va concerner soit son physique, soit son attitude et tout ce qui va avec. Et là, vraiment, le but, c'est de pouvoir diminuer ou humilier la personne. Et d'un autre côté, toujours dans les types de violence morale ou psychologique, ici, on va relever qu'on a par exemple des cas de violence psychologique qui vont plutôt tendre comment on dit ça, à amener la personne à avoir peur de quelque chose. Ça peut être le fait des chantages que l'on va faire à cette personne-là, des divulgations d'une information la concernant. Ça peut être le fait des menaces, peut-être de porter atteinte à ses enfants, et tout ce qui va avec. Vous voyez, en ce moment-là, on va commettre un acte qui forcément ne va pas toucher à l'intégrité physique de la personne, mais qui aura pour but de faire peur à la personne ou de menacer la personne sur un aspect quelconque. Donc ça, vraiment, c'est des aspects de violence morale ou de violence psychologique. Je voudrais dire que nous avons également des violences entre partenaires intimes qui sont de plus en plus prises en compte. Et là, c'est des formes, des typologies, des formes qui vont se perpétrer davantage au sein d'une relation interpersonnelle avec son partenaire. Ça peut être que vous soyez déjà marié ou pas. La violence entre partenaires intimes va justement impliquer que vous avez des rapports intimes avec la personne. Et nous avons d'autres formes de violence, par exemple, qu'on appelle les violences sociales ou des violences économiques. Ici, dans les violences sociales ou des violences économiques, ça peut faire intervenir aussi bien le cadre légal qui va, par exemple, désavantager la femme certains aspects, créer des discriminations, des stigmatisations, ça peut être systémique ou autre. Et d'un autre côté, en ce qui concerne, par exemple, les violences économiques, ça peut être l'intention qui est justement faite par le partenaire ou alors par l'autre sexe de pouvoir rendre économiquement dépendant la femme, soit en privant cette femme-là des ressources économiques, en évitant par exemple qu'elle puisse avoir des revenus tels qu'elle devrait peut-être avoir, etc. Donc vous voyez, il y a tellement de violences, tellement de types et de formes de violences que les femmes subissent, auxquelles il y a même des pratiques traditionnelles néfastes qui entrent dans le cadre également des violences que subissent les femmes. Et donc, quand on parle de pratiques traditionnelles néfastes, on va se rendre compte qu'on peut y inclure des excisions, on va dire en fait des mariages forcés, des mariages, des grossesses forcées, des mariages forcés, même des mariages parfois arrangés. On va y inclure des mutilations génitales féminines, ici avec par exemple le fait qu'il y ait des excisions dans certaines régions. Toutes ces situations-là en réalité sont des typologies et des formes de violence que subissent les femmes au quotidien et avec les conséquences que nous connaissons. Merci. Aujourd'hui, de vos propos, on va revenir donc il existe plusieurs types ou formes de violence, entre autres, vous l'avez dit, les violences sexuelles, les violences psychologiques ou morales et les violences sociales et économiques. En dehors de ça, il y en a plusieurs typologies que vous avez identifiées. Oui. Nous allons nous donner vers notre expert psychologue ici là présent. Avec ces différentes formes de typologie de violence que vient de nous dévoiler notre expert,
quels sont les effets, quels sont les effets de ces violences sur le bien-être mental et émotionnel des victimes de violences sexuelles en Merci Kim et merci aussi aux droits humains pour sa brillante présentation à laquelle je vais extraire quelques aspects qui pourront nous permettre vraiment de comprendre l'état mental dans lequel la victime de la violence peut se trouver. De sa présentation, nous pouvons retenir quelques aspects néfastes sur le plan mental. C'est-à-dire il y a la dimension de l'obligation, c'est-à-dire que la violence est toujours un acte qui d'une manière ou d'une autre oblige la victime à subir quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Et c'est un aspect qui est fondamentalement destructeur sur le plan mental. Parce que pour qu'on soit dans un état de bien-être comme tu l'as si bien dit, il faudrait qu'on se sente à mesure de décider de ce qu'on veut faire, décider du moment où on veut le faire et décider de quand est-ce qu'on veut le faire. Maintenant, la violence a ceci de particulier que ça vous tombe dessus. Ça veut dire que ça n'a pas besoin de savoir si vous avez envie de le faire, si vous n'avez pas envie de le faire, ainsi de suite. Donc, ça vous tombe dessus sur le temps. Et puis maintenant, votre dimension psychique le vit comme une sorte d'accident, voilà, si vous me permettez le terme. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Peut-être que vous êtes sorti pour aller vous amuser et puis maintenant vous entrez avec une situation là où on vous a violé. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, ça vous tombe dessus. Ça veut dire qu'il faut donc un travail psychologique de réappropriation qui passe par l'acceptation de la situation. Et cela va donc dépendre de de la personnalité de chaque victime. Et maintenant, on parle de personnes qui se craquent facilement aux personnes qui peuvent avoir la possibilité et la force mentale de gérer la situation. Mais maintenant, lorsqu'on ne parvient pas à gérer cet état de choc, parce que c'est comme ça que nous qualifions ça sur le plan mental, c'est un état de choc, lorsqu'on ne parvient pas à gérer, donc c'est-à-dire que ce qu'on appelle vulgairement votre dimension psychologique se charge maintenant de vous dédouaner, parce que l'aspect psychologique ne souffre pas. Donc, c'est-à-dire que la souffrance psychologique est rapidement convertie soit dans votre vie quotidienne, soit dans votre manière de penser, soit dans votre manière de ressentir, soit ainsi de suite. Donc, ça veut dire que lorsque vous souffrez mentalement, votre appareil psychique ou bien votre dimension psychologique a ceci de particulier qu'elle peut facilement transformer la souffrance vers des autres aspects quotidiens que vous pouvez facilement gérer. Maintenant, c'est ce qui nous amène donc vers les conséquences potentielles ou alors les conséquences psychologiques potentielles de la violence. Et là maintenant, nous avons en première ligne ici là ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Ça, c'est le terme scientifique pour qualifier l'ensemble des symptômes qui peuvent habiter la victime de la violence après coup. Ça peut être une réaction aiguë, donc c'est-à-dire qu'avant les premières semaines de la situation, la personne peut commencer à vivre déjà ça. Ça peut être une réaction beaucoup plus lointaine, au-delà peut-être de 45 jours. Et maintenant, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des symptômes, comme je le disais, donc c'est-à-dire ce sont les cauchemars que vous allez vivre. C'est-à-dire que vous dormez au milieu de la nuit, vous allez vous réveiller en sursaut parce que vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre la situation. C'est cette hypervigilance qui va vous habiter. Donc, l'hypervigilance qui n'est rien d'autre que cette hyper-méfiance-là. Donc, quand vous marchez, on dit souvent la tête sur le dos. Vous avez toujours l'impression que quelqu'un vous poursuit. Donc, c'est-à-dire que vous allez maintenant avoir du mal à entretenir des relations parce que là, maintenant, vous êtes hyper méfiant. Même des personnes qui sont, qui sont bienveillants envers vous, vous n'allez pas les voir. Donc l'appréciation devient maintenant erronée et ce qui complique encore davantage votre relation.
aussi avoir des conséquences psychologiques de l'ordre de ce qu'on appelle les états anxieux et dépressifs. Là maintenant, c'est cette perte d'énergie que vous aurez, tout simplement parce que vous allez vivre votre corps désormais comme une souillure. Donc, c'est-à-dire que parce qu'on vous a violenté, parce qu'on vous a pris quelque chose qui vous était cher, maintenant vous n'allez plus vous voir comme quelqu'un qu'on peut estimer. Donc, c'est-à-dire vous commencez à vous dénigrer, parce que vous vous dénigrez maintenant, vous êtes dans un sentiment de tristesse permanent qui va maintenant aboutir à une sorte de retrait social. C'est-à-dire que là, maintenant, vous ne voulez plus sortir parce que vous avez l'impression que même si vous êtes vêtu comment, on va voir qu'on vous a violé, on va voir qu'on vous a souillé, on va voir qu'on a abusé de vous, ainsi de suite. Donc, il y a maintenant aussi, on peut avoir comme conséquence aussi une sorte de dissociation mentale, dissociation émotionnelle. Certainement, certaines victimes pourront se reconnaître. Après la violence, vous avez l'impression que vous perdez vous-même à l'activité sexuelle. C'est-à-dire que toute activité sexuelle, même si vous aimez votre partenaire, vous avez l'impression que c'est forcé. Même si vous le voulez, même si vous avez la volonté de le faire, au bout de l'acte, vous allez vous rendre compte que le corps va réagir, le corps va se braquer, le corps va refuser d'y aller jusqu'au bout. Et maintenant, ça peut aussi créer, parce que ça devient maintenant un cycle infernal dans lequel la victime est donc enfermée. Elle souffre, et maintenant, les partenaires qui ne la comprennent pas toujours vont peut-être penser que c'est elle qui veut le faire. Pourtant, c'est une réaction physiologique normale du corps. Quand le corps a été abusé, donc c'est-à-dire qu'il développe des mécanismes pour pouvoir s'autoprotéger à chaque fois. Donc maintenant, il n'a pas donc cette capacité de faire la distinction entre l'acte consentant et l'acte forcé. Donc, ça veut dire tout acte qui vise à reproduire l'activité qui s'est passée avant, le corps va réagir de la même manière. Et du coup, maintenant, ça peut compliquer davantage les relations. Donc, c'est-à-dire que si nous voulons nous résumer, il y a des conséquences psychologiques, physiques même de l'ordre de la dissociation, comme je dis, des conséquences émotionnelles, des personnes qui ne vont plus rien ressentir du tout. Donc, c'est comme si c'était un vide émotionnel, un vide total. Et puis maintenant, des conséquences sociales de l'ordre de l'interaction, ça peut perturber maintenant les relations entre les personnes. C'est très important de comprendre que les violences faites aux femmes ont des conséquences qui vont toucher même au développement même d'un État, d'une société tout entière, parce que voilà, à cause des violences, une sorte d'exclusion et de marginalisation finalement des personnes qui vont se recruter, qui vont justement perdre l'estime d'elles-mêmes et qui ne pourront plus être à même de contribuer au développement. Sur un plan un peu schématique, on va se rendre compte que sur le plan étatique ou social, c'est l'exclusion des femmes. Et donc, la mise à l'écart d'une bonne partie de la population en ce qui concerne les politiques de développement, en ce qui concerne le développement dans certains secteurs. La femme étant reléguée au second plan, ce qui va donc constituer justement une diminution même de la capacité de développement. Et on va se rendre compte que on a parlé des conséquences post-traumatiques là, peuvent parfois arriver à un niveau où la femme finalement devient, lorsqu'elle est déjà à un niveau vraiment du danger, devient un danger social qui peut même atteindre à la vie de l'autre. On a vu les cas où des femmes, parce qu'elles ne pouvaient plus supporter la violence, ont mis ça à la vie de leur conjoint. Comme ça. Toujours dans ce sens, avec toutes ces nombreuses conséquences que avoir été victime de violence, dans votre travail, j'imagine que vous devez faire des personnes qui viennent de confiance par rapport à elles ont été victimes d'une quelconque violence. Maintenant, que proposez-vous pour parler dans ces effets-là? Lorsque vous recevez une victime devant vous, qui vient, qui a subi, qui a les conséquences, ces conséquences émotionnelles aux choses que vous venez de mentionner là.
Quels sont les services que vous proposez pour pallier, pour rétablir dans l'équilibre son bien-être émotionnel et tout ce qui va. D'accord. Les services se sont hiérarchisés et puis maintenant, en fonction de l'état de besoin qui se présente. Parce que, je l'ai dit tantôt, la situation de violence soulève beaucoup de questions qu'on ne saurait englober. Donc, ça veut dire que quand nous recevons cela, il va de ce qu'on appelle une écoute thérapeutique. Donc, c'est-à-dire que c'est une sorte d'entretien psychologique qui offre un espace de sécurité à la victime de la violence, espace dans lequel elle peut désormais déposer tout ce fardeau, toute cette souffrance. Parce qu'il faut comprendre aussi que ce qui alimente la souffrance, c'est le fait de savoir qu'on a subi quelque chose que personne ne connaît. Ou que même quand on va le connaître, parce que le système est ce qu'il est, on ne va pas croire, ou alors on va dire que c'est peut-être la victime encore la fautive. Donc c'est l'ensemble de tout ça. Ce cadre maintenant permet de recevoir la victime avec sécurité, avec empathie, pour lui permettre maintenant d'exprimer ce qu'elle vit de l'intérieur, d'exprimer ce qu'elle ressent. Ça, c'est une dimension. L'autre dimension est beaucoup plus technique et psychothérapeutique même. Là, maintenant, on peut attaquer même les symptômes du traumatisme. Attaquer les symptômes du traumatisme, cela y va maintenant dans le sens des différentes psychothérapies. Et puis maintenant, l'une des psychothérapies qui excelle dans l'accompagnement de traumatisme, c'est thérapie l'EMDR, donc c'est-à-dire que des sensibilisations à travers les mouvements oculaires. Donc c'est-à-dire que on parle du principe que lorsque vous avez vécu un traumatisme et que vous arrivez à peut-être faire balancer les yeux, vous voyez, balancer les yeux, cela peut créer une sorte de désensibilisation au niveau du cerveau qui peut être thérapeutique au niveau des symptômes post-traumatiques. Ça, c'est un aspect également. Et maintenant, il y a toujours, surtout pour nous les Africains, il y a cet aspect de l'accompagnement social et communautaire. Parce que la relation sociale chez l'Africain est thérapeutique. Fondamentalement, c'est thérapeutique. Et maintenant, c'est ce que je vois dans mes consultations davantage. Vous voyez que la personne ne souffre pas trop parce qu'on l'a violée. La personne souffre trop parce que l'entourage ne la croit pas, parce que l'entourage ne la soutient pas, parce que l'entourage ne l'accompagne pas dans le processus. On se rend finalement compte que une thérapie efficace serait la thérapie communautaire. Donc maintenant, comment on pourra donc la matérialiser? Ça passe par ce qu'on peut appeler des groupes de parole. Donc c'est plus sécurisant pour moi de venir partager mes expériences avec des autres personnes qui ont vécu la même situation. Ça crée une sorte d'enveloppe psychique groupale, si vous me permettez ce terme technique. Donc là où les participants pourraient se reconnaître, c'est-à-dire que l'autre devient le miroir. Et maintenant, c'est à ce moment que c'est qu'on appelle souvent les pères aidants, ou alors les pères aidantes dans les autres. Parce que dans le groupe de victimes, il y a toujours celles qui se démarquent. Les pères qui aident. Voilà, les pères aidants. Oui, les pères aidantes. Dans un groupe de victimes, il y a toujours des personnes qui s'en sortent mieux. Donc c'est à ce moment, c'est plus facile pour moi de savoir que peut-être tu as vécu la même situation et que tu t'en sors. Donc si tu t'en sors, cela voudrait dire que quelque part, si je m'applique, je peux m'en sortir. Donc maintenant, il peut donc y avoir une sorte de partage d'expérience. Quand j'ai vécu ceci, voilà comment il faisait. Donc cette dimension sociale d'accompagnement est fondamentale dans notre contexte, en dehors des différentes psychothérapies que j'ai citées. Je vous remercie pour cet apport spécifique sur les différentes prises en charge que nous avoir pour ces victimes après une violence qu'elle a eu à vivre. Donc ici, là, je veux me retourner auprès de notre agent
communautaire. Donc là, ici, on peut dire vous rapprochez plus des femmes, vous connaissez un peu leur vécu. Donc, quelles peuvent être ces causes, ces raisons pour que cette femme-là n'arrive pas vraiment à exprimer peut-être les violences qu'elle vit au quotidien? Ok, tout d'abord, je vais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau et je vais remercier l'intervention des autres invités. S'agissant des causes, elles sont nombreuses. Et si je peux me permettre, elles dépendent des régions. Parce que les causes des femmes de Yaoundé ne sont pas celles d'ailleurs. Par exemple, je vais prendre le cas des femmes qui se basent sur le candidaton. Si elle a peur que je fasse d'aller me plaindre chez telle ou telle personne, comment est-ce que la personne-là va me regarder? Du coup, elle préfère prendre ça sur elle, supporter et subir cette violence. Pour d'autres, c'est le mariage à tout prix. La famille va dire, peu importe ce que le mari fait, le mari a toujours raison. Tu dois seulement supporter. Celle aussi va supporter, elle va subir cette violence-là. Pour d'autres, c'est l'amour pour son conjoint. C'est là tellement elle est amoureuse, ou on peut même dire qu'elle est adepte. Elle se dit, un jour, il va changer. Mais celui-là ne change pas. Ce sont ces raisons-là qui font en sorte que certains sont incapables de se prononcer sur ça, sur cette violence-là. Elles ont peur, oui. D'autres, elles disent qu'elles vont supporter, le conjoint va changer, il ne change pas. Et pour d'autres, comme la famille a dit, il faut supporter, l'homme a toujours raison. Bon, ici, on peut constater que ça peut aussi être une cause due au fait du manque d'information. Par contre, ça veut dire que femmes se disent que est-ce qu'il y a des textes qui nous doivent nous protéger par rapport à ça. Là que je vais un peu revenir vers notre respect juridique ici là, pour essayer nous éclaircir sur la question des lois et mécanismes de protection des victimes des violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a des lois ou des mécanismes qui protègent ces femmes-là, victimes de violences? Oui, ça existe, mais d'abord j'aimerais faire comprendre que par rapport à votre question, peut-être ajouter que pour établir aussi justement la question psychologique et les causes, c'est important de sécuriser sur le plan psychologique la victime. Et cette sécurité-là que la victime devrait avoir, c'est de savoir qu'elle n'est plus en danger. Et là, c'est d'abord envers elle-même, mais aussi envers le bourreau ou la société, considérée comme l'oppresseur. Vous voyez? Et donc, ici, l'élément juridique est très important. Vous savez dire, les sanctions que l'on pourrait faire subir aux auteurs d'abus et de violences faites aux femmes peut amener la femme à retrouver quelque peu un soulagement moral ou psychologique. C'est très important. Et donc là, on revient beaucoup plus à l'aspect du respect même de ces mécanismes juridiques mis en place afin de sécuriser. Le fait de savoir, comme on l'a dit, qu'il existe un système judiciaire fiable vers lequel la femme victime de violence peut se retourner pour avoir gain de cause, permet également de pouvoir soulager la femme. Le fait de savoir qu'il peut y avoir des forces de maintien de l'ordre qui, en réalité, sont à même d'effectuer leur travail avec honneur, avec respect éthique et déontologie, ça aussi, ça aide. Et au niveau des causes, il faudrait aussi peut-être relever que ça peut aussi être une cause, la fragilité de tout ce que j'ai dit là, l'absence de l'effectivité de tout ce que j'ai dit peut aussi être une cause majeure qui va inciter ou encourager les auteurs à penser qu'ils sont dans leur bon droit. Lorsque nous sommes dans des systèmes où, dans des familles, la violence est devenue légitime, où on pense qu'en réalité, une vraie femme, c'est celle-là en principe qui doit supporter les violences que le mari effectue. Ça également, ça peut être
un aspect très, une cause profonde des situations comme cela. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, il existe au Cameroun, effectivement, des mécanismes. Il y a, bien évidemment, une loi sur les violences basées sur le genre, notamment le 2017, qui permet de pouvoir lutter contre ces violences-là que subissent les femmes et tout ce qui va avec. Il faudrait dire que la violence basée sur le genre, ici, on parle beaucoup plus des femmes parce que c'est elles qui subissent le plus, mais il faudrait dire que les hommes aussi subissent. Mais nous sommes là dans le cadre des femmes. Il faudrait dire que nous avons au Cameroun, au-delà des lois spécifiques, des lois spécifiques, nous avons comment on dit ça, le code pénal camerounais qui réprime certains actes de violence spécifiques faits à autrui. Et donc, ça veut dire que sous ce prisme-là, il est possible que la femme, en tant que citoyen camerounais, citoyenne camerounaise, en tant qu'être humain, puisse effectivement saisir ou alors profiter de la loi, ou alors saisir, mettre en moment, se baser sur le code pénal, je voulais dire, pour pouvoir intenter. Et là, au niveau du code pénal, des fois, par exemple, c'est tout ce qui réprime les coups de blessures, les mutilations génitales féminines, la prostitution forcée, le proxénétisme. Vous voyez un peu, tous ces éléments-là sont bel et bien inscrits dans le code pénal 2016 au Cameroun. Le fait est que, à ce niveau, tout le monde peut s'en prévaloir, parce que ce n'est pas comme si ça concernait uniquement la femme, mais ça existe, la femme peut s'en prévaloir. À côté de cela, il faudrait aussi dire que nous avons des mécanismes ou des institutions, des organes qui sont mis sous pied. On a par exemple le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui est là. Lorsque vous dites du Mambo, l'affaire sociale, partez où? Les affaires sociales, ça peut se retrouver dans les mairies, il y a souvent les unités dans les mairies. Ça veut dire que lorsque il y a des situations qui vous concernent, des violences, ce qui vous concerne au sein des foyers et tout, vous partez dans une mairie, vous demandez où se trouvent les affaires sociales et vous allez là-bas exposer votre situation. Vous voyez un peu. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille a également des directions qui s'occupent spécifiquement de certaines questions spécifiques de violence. Vous allez également au ministère, chers femmes, vous allez utiliser une violence, allez au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Dites que je suis venu ici parce que je subis des violences, je l'ai rencontré, même si vous n'avez aucune connaissance de où est-ce que vous allez aller. Vous êtes venu parce que vous voulez vous plaindre. Ce qui est clair, c'est qu'on va vous orienter. On va vous orienter. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on a la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui existe et qui est là pour connaître des situations d'abus et de violation des droits humains. Mesdames, vous subissez une violence, allez à la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Si vous ne connaissez pas où ça se situe, rapprochez-vous, allez sur Internet, tapez Commission des droits de l'homme du Cameroun. Je pense que la Commission a même une page Facebook. Vous tapez Commission des droits de l'homme du Cameroun, en abrégé CDHC. Et vous allez d'abord vous écrivez sur Messenger. On va vous répondre. Vous voyez? Maintenant, il y a d'autres mécanismes. Là, c'est vraiment la voie vraiment judiciaire. Lorsqu'en principe, vous subissez une violence, vous pouvez rédiger une plainte. Et ne vous en faites pas sur le langage. On ne s'inquiète pas, on ne prend pas trop à cœur la forme. La plainte, c'est que vous prenez un papier blanc, vous écrivez ce que vous subissez et vous dites que vous voulez qu'on intervienne. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de trop vous casser sur les éléments de forme. Ça va arriver après. Mais il est possible toujours de se rapprocher des experts, des avocats, des organisations de la défense des droits des femmes ou de la société civile pour qu'on vous accompagne. Là, on pourra vous aider à rédiger une plainte en fonction des faits que vous allez exposer. On va déposer la plainte dans un commissariat. Et mais lorsque vous êtes dans des zones enclavées, où il n'y a pas de commissariat, il est possible que vous allez dans une gendarmerie aussi et on va vous écouter. Mais un conseil, mesdames, un conseil. Si vous venez dire qu'on vous a bastonné et que simplement il n'y a pas de preuve, on va vous aider comment? Vous venez dire qu'on vous a violé,
il n'y a aucun élément, on va vous aider comment? Vous venez dire que votre mari vous empêche de pouvoir avoir du travail. Il faut prouver. La preuve en soi est un élément capital, mesdames. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas ici vous exposer tous ces mécanismes-là sans vous dire qu'il est très important de souvent chercher à avoir les preuves. La preuve, c'est quoi? C'est que j'ai subi un viol. Je vais rapidement vers un centre de santé, un hôpital où je vais avoir des examens et là, les services médicaux vont nous aider à avoir la preuve que j'aurai besoin pour pouvoir soutenir ma plainte. C'est très important. À la maison, vous subissez des coups de blessure, mais c'est vous qui êtes là, vous attendez un mois, un an, lorsque c'est grave, lorsque vous n'avez plus venir. On va vous dire, mais est-ce que c'est habituel? Parce que parfois, on va dire non, c'est pas grave. Et tout, peut-être c'était juste la correction de son épouse, parce que la loi autorise que le mari corrige sa femme. Hein. Je ne sais pas si ça a été modifié, je ne pense pas. La correction, ça veut dire que ce n'est pas habituel, c'est une correction. C'est un prétexte. Et donc, il pourrait mettre sous que bon, je corrigeais un peu par rapport à l'élément. Donc, il est important, mesdames, que vous ayez l'habitude d'avoir des enregistrements, d'avoir des produits que vous prenez, peut-être des messages que vous conservez. C'est très important de pouvoir consigner tout cela. Maintenant, pour la police, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous subissez une violence, il y a ce qu'on appelle la main courante. La main courante n'est pas une plainte. C'est que vous informez l'autorité d'une situation que vous vivez, mais vous ne voulez pas qu'on poursuive l'auteur. Vous voyez un peu, vous ne voulez pas déclencher l'action pénale. C'est que j'ai été bastonné, je fais une main courante, c'est un peu comme une plainte, mais vous ne dites pas plainte, vous dites une main courante. Ça veut dire que vous décrivez une situation, même légère, que vous avez subie à la maison, vous partez déposer, l'autorité garde seulement. Le jour où ça sera grave, vous arrivez, on va seulement se dire, mais oui, cette femme a eu tout le temps à nous informer de ce qu'elle subit chez elle. Elle a eu à déposer plusieurs fois des mains courantes. Dans les mains courantes, c'est des petites informations de ce que vous subissez. Ce qui fait que le jour où vous déposez une plainte, on sort ces mains courantes, en plus des éléments de preuve que vous apportez, et la fait va un peu plus vite. Vous comprenez? Et c'est très important de fuir aussi, lorsque votre vie est vraiment en danger parti. Parce qu'on ne cessera de le dire, il y a plusieurs personnes qui meurent là à cause de tout ce que notre argent va faire. Donc on va supporter jusque-là. Donc l'argent vaut mieux que votre vie. L'honneur vaut mieux que votre vie. Donc c'est tout ça. On peut revenir auprès de notre respect, notre deuxième expert, pour nous parler un peu de l'importance du soutien psychologique. Je crois qu'on s'est dit c'est toute la même chose ici, et puis c'est que, à savoir soutenir la victime. Donc, cela veut dire que la victime doit vraiment être au centre du processus d'accompagnement. Peu importe l'action qu'on veut intenter, c'est la victime elle-même qui devrait être au centre. Au centre, cela voudrait dire que, et maintenant, le soutien psychologique ici, parce que c'est ça la question, quelle est son importance? Son importance, c'est aussi proportionnel aux différentes dimensions des symptômes. C'est-à-dire que autant les symptômes touchent son intégrité morale, au niveau mental aussi, psychologique, son intégrité émotionnelle, son intégrité sociale, autant cet accompagnement psychologique devrait donc maintenant permettre de restaurer ces différentes dimensions désormais déséquilibrées. Maintenant, cela veut dire que, et maintenant, puisqu'on parle d'accompagnement, c'est vraiment une action hiérarchisée. Hiérarchisée qui s'établit ici sur une pyramide de besoins. Donc, ça veut dire que il y a des victimes, par exemple, je parle sur le contrôle du droit humain, qui par ailleurs dans ses actions a souvent l'habitude d'accompagner dans ce sens-là. Ça veut dire que face à certaines victimes, vous allez vous rendre compte que le besoin est un besoin physiologique de base, un besoin physiologique de base, donc c'est-à-dire que je vais manger quoi, je vais dormir où, vous voyez. Donc ça veut dire que peu importe que le spécialiste de prise en charge psychologique qui se
mais face à cette victime-là, vous n'allez pas l'aider. Parce que le besoin est ailleurs. La personne veut manger, la personne veut se laver, la personne veut se vêtir, la personne veut dormir. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen maintenant de lui offrir cela. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure que la sécurité passe par là. Donc, et maintenant, en dehors de ce besoin, elle peut se trouver dans le besoin de sécurité. Besoin de sécurité. Est-ce que j'ai un toit? Est-ce que il a parlé tout à l'heure il faut sécuriser la victime sur toutes les dimensions. Donc, il faut que la victime se sente un peu en sécurité, un peu protégée. Et maintenant, ça part dans de l'action de la justice vers l'action même des personnels de santé au sens général, pas seulement des spécialistes de santé mentale, parce que à ce niveau, chaque personnel de santé devient donc personnel de santé mentale. Parce qu'à chaque fois que vous apportez un accompagnant juste et nécessaire, vous participez à l'équilibre mental de la personne qui a été perturbée. Donc ça veut dire que c'est l'infirmière qui reçoit normalement avec empathie, qui apporte le soutien et le soin nécessaire, ne serait-ce qu'à travers une écoute active de la personne. Donc c'est-à-dire que parce que vous avez malheureusement des infirmiers aujourd'hui, lorsque vous arrivez, j'ai été dit, vous les filles d'aujourd'hui, c'est que vous cherchez quoi d'ailleurs. Donc vous voyez maintenant qu'on est dans un processus de renforcement d'angoisse et non voilà, la personne ne vous aide pas du tout, la personne vous renforce encore davantage dans la culpabilité. Alors que lorsque vous êtes victime de violence, et même si on ne l'a pas encore renforcé, il y a une partie de vous qui vous tient pour responsable de ce que vous avez vécu. Donc ça veut dire que s'il y a encore des personnes qui étaient censées vous accompagner, qui renforcent encore cet avantage-là, ça crée un effet, c'est-à-dire ça va créer une sorte d'accélération dans votre processus de décompensation. Donc vous allez facilement décompenser parce que des personnes qui étaient censées vous accompagner vous renforcent encore davantage. Donc c'est-à-dire que la petite voix qui vous parle que vous êtes responsable, votre entourage fait tout pour renforcer cette voix-là pour qu'elle devienne encore davantage grave. Davantage plus grave. Si vous avez eu ça, c'est parce que vous êtes responsable. Vous voyez, il y a donc ça. L'accompagnement devient maintenant systémique. Il faut chaque personne y apporte maintenant, que ce soit les droits humains, que ce soit les personnels de santé, que ce soit même encore des organisations qui sont censées accompagner. Vous voyez? Ça c'est une dimension maintenant. Et maintenant aussi, il y a, comme je le disais tantôt, je ne vais pas cesser de le dire, ici dans notre contexte, cet accompagnement psychologique c'est vrai communautaire. Et quand on dit communautaire, il y a l'aspect du proche même de la victime, et il y a l'aspect maintenant de l'entourage en termes de société beaucoup plus large. Donc ça veut dire il faut comprendre que dans ce processus, la personne a tout simplement besoin d'être écoutée, d'être soutenue et d'être accompagnée tout simplement. Écoutez, mesdames et messieurs, la question des violences faites aux femmes est une question qui doit intégrer toutes les conséquences, tous les facteurs. Si vous voulez traiter cette question en isolant certains facteurs, parce que selon vous, ça n'entre pas dans ces circonstances-là, vous aurez faussé à plusieurs endroits. Le ministère de la Santé, par exemple, a compris cela en intégrant dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH, dans les populations et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, des personnes sans genre. Pas parce que le ministère aime trop ces personnes, mais parce que le ministère a compris que ce sont des populations qui souffrent également de la question du VIH et qu'il faudrait soutenir et accompagner dans le cadre de la prise en charge du traitement. Et pour les questions de violence basées sur le genre, des violences conjugales, des violences faites aux femmes, ce sont des réalités. On a des personnes qui se marient ici alors qu'elles ne sont pas hétérosexuelles. C'est par conformisme. Et ça engendre tellement de situations. On a des mariages même arrangés. Ça veut dire deux personnes qui sont une personne qui ne sait pas comment faire va aller dire ouais, comme tu vois là, moi vraiment, comme tu vois cette femme, je veux un peu satisfaire ma mère qui me saoule
Chaque fois, avec cette question-là, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Et voilà un mariage arrangé qui va finir avec des chantages. L'homme va tenir la femme en disant, tu te rappelles, donc si tu ne fais pas ce que je veux que tu fasses, sache que je vais le dire à ta famille, sache que ça. Et c'est vite de ça. Donc il y a tellement de situations, il faut analyser cela profondément. Le ministère de la promotion de la famille, le ministère des Affaires sociales, je suis disponible. Si vous voulez vraiment, et plusieurs défenseurs des droits humains sont disponibles. Si vous voulez vraiment il est important de comprendre le phénomène social, de comprendre le fait social et de ne pas exclure certaines réalités au profit, je ne sais pas de quelle norme sociale qu'on voudrait sauvegarder. Donc moi, c'est mon avis. Merci à nos différents panélistes d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir suivis et nous disons à bientôt pour une nouvelle édition de la Minute de DH.